Dans cette unité, je vous ai préparé des éléments de réponse pour le concours de l'ENSA 2016. Et je commence par l'exercice 1. Une salle d'ultrasons émise par un émetteur est reçue par deux récepteurs A et B. Ces deux récepteurs sont distants de 50 cm. Et ces deux récepteurs sont reliés aux voies YA et YB d'un oscillo. Les signaux reçus sont décalés l'un par rapport à l'autre de 6 divisions. Et le coefficient de balayage, c'est-à-dire la base du temps, c'est 0,25 millisecondes pour chaque division. La question posée, Q21. La vitesse des ultrasons dans l'air est, donc il faut chercher la vitesse des ultrasons dans cette expérience. Vous voyez, regardez ici. Voilà l'oscillo, voilà les deux récepteurs A et B qui sont distants de D. Le premier signal reçu par A. Le deuxième signal, il est décalé de ces divisions. Ça, c'est l'écran de l'oscillo. Je l'ai agrandi ici. C'est ce que l'on visualise sur cet écran. Ça, c'est l'oscillo. La voie YA, la voie YB. Le calibre du temps, ou bien la base, le balayage. Pour chaque division horizontale, il y a 0,25 millisecondes. Le décalage entre les deux signaux est d'égal 50 cm. Je traduis ces données. Je sais que le temps delta t, qui s'écoule entre les deux signaux, c'est 6, il y a 6 divisions, et chaque division contient 0,25 millisecondes. Voilà le décalage du temps. Voilà la durée qui sépare les deux signaux, parce que les deux microns ne se trouvent pas au même endroit. Et donc, je déduis facilement que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Voici la distance qu'il faut convertir au mètre, et voici le temps. Et voilà la vitesse des ultrasons. Je passe à l'exercice 2. Ça y est. Je lis rapidement, je suis toujours dans les ondes. Il s'agit d'une cuve à ondes et d'un vibreur qui frappe à la surface de l'eau d'une cuve à ondes. Le vibreur a une fréquence de 5 Hz. Soulignez ça avec le crayon. La distance séparant les crêtes ce sont les sommets. Les crêtes des 5 vagues consécutives est de 6 cm. La question, calculer la longueur d'onde de l'onde qui prend naissance dans cette cuve à ondes, à la surface de l'eau. Vous voyez? Voilà comment il faut faire. Voici un schéma rapide. Le vibreur, il vibre sous l'action de l'électroaimant. Sa fréquence est 5 Hz. La distance entre 5 crêtes, les crêtes 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6 cm. La longueur d'onde, c'est la distance qui sépare deux sommets consécutifs. Par exemple, ici, il y a lambda, 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 lambda. Donc, cette distance des 5 crêtes, c'est 4 lambda. Et je tire ma longueur d'onde rapidement, c'est 1,5 cm. Ça y est, je passe à la question suivante. Q23. La position des crêtes des K vagues quand le vibreur est plus bas de sa course est... Donc ici, il faut chercher la position des crêtes, sachant que le vibreur se déplace vers le bas, parce que le vibreur, tantôt il monte, tantôt il descend. Voici le schéma. Le vibreur, il descend. Il se dirige vers la surface de l'eau. J'ai choisi quelques crêtes. 1, 2, 3, qui montent. Lorsque le vibreur descend, les crêtes, je m'intéresse aux crêtes qui montent. Donc, cette crête, par exemple, avec le vibreur, elle se trouve à une distance de lambda sur 2. L'autre, 3 demi de lambda. L'autre, 5 demi, etc. Donc, en général, les K crêtes sont en opposition de phase parce qu'ils sont distants de lambda plus une fraction de lambda. Donc, je traduis ça mathématiquement. Donc, les positions des K crêtes, c'est xk ou bien ik. C'est 2k plus 1 nombre impair. Toujours 3, 5, 7, 9 fois lambda sur 2. 11 fois lambda sur 2. 13 fois lambda sur 2. Donc, un nombre impair fois lambda sur 2. Voilà la position et voilà la bonne question qu'il faut cocher. Je passe maintenant à la mécanique et je lis. Pour effectuer un plongeon, un plongeur saute d'un tremplin, pensez à la piscine et le plongeoir. Quand il quitte le tremplin, son centre d'inertie est en G0. Bien sûr, je commence là. C'est ça le départ.
Il se trouve à une hauteur de 5 mètres au-dessus du sol. On veut donc la vitesse initiale, on veut donc l'angle d'inclinaison alpha, horizontale, on néglige le frottement, on veut donc G de la pesanteur, et on veut demander la vitesse du centre lorsque le plongeur pénètre dans l'eau en H. Tout simplement, on veut donc V0 et on veut demander VH. Tout simplement. On veut donc V0 et on veut demander VH. Donc ici, je peux utiliser beaucoup de méthodes, beaucoup de théorèmes. Je n'ai que l'embarras du choix. Voici le schéma. Le système, il a le plongeur, il saute, il quitte le point G0, il saute en H. Je veux la vitesse en H. Voici les données numériques. Le niveau des énergies potentielles, c'est le sol. Donc ici, EPP sur le sol est nul, c'est-à-dire le niveau de l'eau de la piscine. Pour chercher VH, je peux penser à l'énergie mécanique. Puisque l'énergie mécanique est constante, parce qu'il n'y a pas de frottement, donc l'énergie mécanique en G0, c'est la même qu'en H. Puisque c'est la même énergie, elle ne change pas. Il n'y a pas diminution, il n'y a pas augmentation, il y a conservation, il y a constance. Donc j'exploite cette égalité. Qu'est-ce que c'est l'énergie mécanique en G0? C'est la cinétique en G0 plus la potentielle en G0. Qu'est-ce que c'est que la mécanique en H? C'est la cinétique en H plus la potentielle en H. Il n'y a pas de potentiel en H, il n'y a que la cinétique. Ici, il y a les deux. Et je tire ma vitesse VH, je fais l'application numérique bien sûr, les calculs, et je trouve 11 mètres par seconde. Ça y est, je passe à l'exercice 4. Le voilà. Toujours en mécanique. Un cascadeur souhaite réussir un saut dangereux avec sa voiture. Il s'engage alors sur un tremplin d'angle alpha, c'est-à-dire il monte cette pente, voilà, incline d'un angle alpha. On veut donc la vitesse V0 qui fait le même angle horizontal. Bien sûr, ce n'est pas la valeur numérique. Il faudrait que ce centre d'inertie atteigne le point C avec une vitesse parallèle au plateau. On néglige le frottement toujours avec l'air et on note les données numériques, bien sûr. Donc, on veut donner OA, AB, BC. Il faut souligner toutes les données numériques et souligner pas de frottement. On veut demander ici tangente alpha. Ça y est, la tangente de l'angle d'inclinaison. Regardez comment il faut faire. Alors, c'est l'exercice 4, la question Q25. Voilà un schéma qui illustre le cas étudié. Ça y est. La seule force qui agit, c'est le poids. Il n'y a pas de frottement. Donc, si je prends le poids et j'applique la deuxième loi de Newton, P égale MA, je projette cette relation sur X et sur Y. Et j'obtiens ceci. Voici l'équation horaire. C'est dans le cours. J'obtiens l'équation horaire sur l'axe Y. J'élimine le temps entre 1 et 2. J'obtiens l'équation de la trajectoire. C'est une parabole dont la concavité est tournée vers les Y négatifs. C'est ça la signification du cinéma. Elle a la forme ax carré plus px. Donc, l'équation de la parabole OC, c'est cette équation. Donc, j'ai noté la première. 1, 2. Si vous voulez la vitesse sur l'axe Y, dérivez la deuxième. La voilà ici. Donc, toutes les vitesses selon l'axe Y sont données par cette relation 3. Vous notez ça sur votre feuille de brouillon. Ça y est. Ah. Et je continue. Je veux la tangente de alpha. Les coordonnées de C sont 20 et 3. Dans l'équation de la trajectoire, je remplace. J'obtiens ceci. Ça y est, je remplace dans l'équation de la trajectoire, que j'ai numérotée peut-être 4. Ce qui m'intéresse ici, c'est tangente alpha. Ce qui me dérange, c'est V0. Vous allez me dire, et le cos? Je sais que 1 sur cos carré, c'est 1 plus tangente carré. Pas de problème. Donc ici, il y a tangente, et là, il y a tangente. Et je connais tout sauf V0. Donc, comment se débarrasser de ce V0? J'exploite la relation 1. À l'instant TC, lorsque le système arrive en C, il y a le temps TC. Et j'ai 20 comme Y, le X. Le X de C, c'est la première équation. Le X de C, c'est 20.
Et le T de C, c'est TC. Comment je cherche TC? Je sais qu'en C, VY est égal à 0. En C, VY est égal à 0. Je tire TC. Je prends ce TC, je le remplace là. Ça y est, d'après 3. Pourquoi le VY est égal à 0 en C? Parce que c'est le sommet. Au sommet d'une parabole, mettez ça en tête, au sommet d'une parabole, toujours la vitesse verticale, la composante de la vitesse verticale est nulle. Seul reste la composante horizontale. Toujours. Que vous le notez Z ou bien Y ou bien n'importe quelle nomenclature. Ça y est. Et voilà. Je remplace dans 1. En 1, je remplace. Et je trouve mon V0. Voilà mon vitesse V0. En remplaçant ici, je prends ce V0, je le mets là. Et j'obtiens cette équation. Et je tire tangente, c'est 3 dixièmes. Ça y est, je passe à la question Q26. Ici, là. Oui. Pour réussir ce saut, la vitesse intervient ici du véhicule en C doit. Donc ici, on vous demande la vitesse en C, tout simplement. Donc la question 26, on vous demande C. Il arrive en C, calcule la norme de la vitesse en C. Voilà. Regardez ici. C, c'est le sommet de la parabole. Je sais que les coordonnées, les composantes du vecteur V en C, c'est celle selon X et celle selon Y. Selon Y est égal à 0, puisque c'est le sommet. Ça y est. Donc la norme de VC, c'est la norme de VCX, puisqu'ici il y a un 0. Ça y est. Donc c'est V0 cos alpha. Je sais V0. On a déjà fait ça tout à l'heure. Je connais V0. Or, X en C, c'est V0 cos TC. XC égale ceci. Ça y est. Je remplace là. Et je tire la vitesse VC. X en C, c'est V0 cos. Ceci, c'est TC. T en C. Je le remplace ici. Et je tire ma vitesse VC. Je sais que VC, d'après la première équation, celle-là, c'est V0 cos. Et je tire VC. Et je passe à la 4. Et voilà, la vitesse VC, c'est 200 sur tangente alpha, c'est 20 racine de 5 tiers. Ça y est, je passe à l'exercice 5. Le satellite, je suis toujours en mécanique. Et cette fois-ci, je suis dans le mouvement circulaire uniforme. Ça y est. Un satellite d'exploration a une trajectoire circulaire. Il évolue à une hauteur h égale ceci km au-dessus de la Terre. On donne le rayon RT de la Terre et l'intensité du champ de pesanteur au niveau de la surface de la Terre. Question. La vitesse linéaire et la période du satellite sont exprimées dans... Ici, on veut demander deux questions en même temps. Donc, quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est A, B, C ou D? Ça y est. Voilà un schéma qui simplifie la situation. Satellite. Trajectoire circulaire. La Terre, l'altitude du centre du niveau du sol, H, du niveau du sol au satellite, et puis le rayon de la Terre. La seule force qui agit sur le satellite, c'est son poids. C'est donc la force gravitationnelle. Donc P égale Fg. P à l'altitude H. Je travaille dans le système de Fresnel, d'origine S, U tangentielle et N normale, SUN. Fresnel. Chaque fois que vous avez un mouvement circulaire ou bien de rotation, pensez au repère de Fresnel. Donc, la force gravitationnelle, je le rappelle, c'est G mm sur le rayon, sur la distance au carré. Ici, suivant la normale, vers N. P, c'est mg. C'est ceci, puisque P égale à Fg. Vous voyez, pensez à écrire ça. La deuxième loi de Newton. F égale ma. Ce qui m'intéresse, c'est la projection sur la normale, parce que c'est là où se trouvent Fg et P. Je m'en fous du tangentiel. Donc, je projette la deuxième loi sur N. Voilà. Je prends la projection de ça, de ceci. Voilà. Car A n égale V carré sur R. C'est le repère de Fresnel, c'est l'accélération normale. Avec petit r, c'est le rayon de la Terre plus l'altitude h. Faites attention à ça. Et je tire ma vitesse V. C'est gmt sur 1 plus h.
Je peux me débarrasser de la quantité SGMT. Pensez toujours à GMT égale G0 R carré. Toujours. Le produit GM, c'est G0 R au carré. G0, c'est le niveau de la planète. Et le rayon de la planète au carré. Ça y est, donc voilà la vitesse. Et voilà la période. Je sais que la période, c'est 2πr sur V. C'est 2πr sur V. R ici, c'est R de la Terre plus H. 1 sur V, vous inversez cette formule. Et vous l'injectez là. Et voilà les deux relations. Donc, il faut cocher la réponse A. Voyez? Et je passe à l'exercice suivant. L'exercice 6. Toujours en mécanique. On considère un solide assimilé à un poids matériel dans un repère galiléen. La somme des forces appliquées à ce solide est nulle. Voilà, des questions faciles. Hein? Donc, cochez la bonne réponse. Donc, la condition ici, c'est que la somme vectorielle, la somme des forces appliquées à ce solide est nulle. Vous pensez à quoi? Vous pensez au système pseudo-isolé ici. Ici, on vous donne sigma de F flèche égale 0 flèche. Cochez la bonne réponse. Est-ce que c'est la vitesse qui est modifiée sans changement? Est-ce que le solide se maintient en mouvement circulaire uniforme? Est-ce que la direction du mouvement est modifiée sans changement de la vitesse? Est-ce que le vecteur vitesse reste constant? Vous choisissez l'une de ces 4 suggestions. Là. La somme des forces égale 0. C'est une donnée. C'est-à-dire le système est pseudo-isolé. Donc je pense au principe d'inertie, ou bien la première loi de Newton. Ça, c'est le principe d'inertie, ou bien la première loi de Newton. Donc, cette relation, elle est équivalente à V flèche égale constante flèche vectorielle. Donc, il faut cocher D. C'est le principe d'inertie ou la première loi de Newton. Et je passe à l'exercice 7. Toujours en mécanique. Un pendule simple est constitué d'une masse ponctuelle accrochée à un fil, extensible de longueur égale à mètre. La mesure de sa période propre en un lieu situé sur la Terre où l'accélération de la pesanteur est zéro égale ceci vaut T0 égale T100. Donc, on veut donner la période et la longueur en un lieu sur la Terre. Question. La période du même pendule sur la Lune. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Sur le sol, on veut donner la période. Sur la Lune, on vous demande la période du pendule simple. Voilà comment il faut faire. Sur la Terre, voici la période. C'est 2 secondes. Où G0 égale 9,80 mètres par seconde carré. Sur la Lune, où l'intensité de la pesanteur est GL égale 1/6 de G0. Ça y est? Je rappelle que sur la Lune, c'est 2π racine de L sur G. L sur GL. C'est-à-dire 2π racine de... Et je remplace GL par G0 sur 6. Ici, je fais sauter GL en la remplaçant par G0 sur 6. J'obtiens ceci. Et je dois faire apparaître la période sur la Terre. La voilà. 2π racine de L sur G. C'est 2. Ceci, c'est 2. Et il y a un racine de 6. Donc, la période sur la Lune, c'est la période sur la Terre fois racine de 6. Donc, c'est 2 racines de 6. Je peux l'écrire autrement. T de L, c'est racine de 12. Puisque si je fais c'est racine de 12. Donc, c'est 2 racines de 3 secondes. Ça y est? C'est 2 racines de 3 secondes. C'est ça? La réponse, c'est C. Ça y est? Hein? Et je passe à la question suivante. C'est toujours hydrogène nucléaire. Voilà. Exercice 8. L'explosion d'une bombe à hydrogène de masse 20 millions de tonnes libère la même énergie que 20 millions de tonnes de trinitrotoluène, TNT. Sachant que la masse d'une tonne de TNT libère ceci joules, la perte de masse correspondante de la bombe, etc., vaut l'une de ces réponses. Exercice 8. Ça y est, je vous explique.
La masse d'une bombe à hydrogène, c'est ça. Ça y est, je le convertis en kilos. Car un tonne égale 1000 kilos. La masse du trinitrotoluène. Voici sa formule chimique. C'est la dynamite. C'est le TNT. Trinitrotoluène. Trinitro, 3NO2. Et le toluène, c'est le benzène avec un CH3. Ça y est. C'est 2 10 puissance 10 kg. Sachant qu'une tonne, c'est 10 puissance de TNT, libère ceci énergie. Ça y est. Alors, delta de E, c'est delta M fois C carré. Donc, delta M qui est demandé, c'est delta E sur C carré. Je prends l'énergie libérée d'une tonne et je multiplie par le nombre de tonnes. Ça, c'est pour une tonne. Ça, c'est pour le nombre de tonnes sur C carré. J'ai fait le calcul et voici la question. Voici la réponse à la question. C'est 0,95 kg. Donc, il suffit de penser à delta E égale delta M carré pour une tonne, ensuite multiplié par le nombre de tonnes. Et je passe à l'exercice 9. Je suis maintenant en nucléaire. Le thorium 227 est radioactif alpha. Sa demi-vie est 18 jours. On dispose initialement d'une sorte thorium de 1 microgramme. La masse restante lorsque 36 jours passent, et c'est facile, donc question Q31. Voilà, regardez ici. Le thorium, radioactif alpha, voici sa demi-vie. La masse initiale, c'est 1 microgramme, c'est-à-dire 10-6 grammes, initialement. Quelle est la masse lorsque 36 jours passent? J'applique la formule M à un instant t égale M0E moins lambda t. Ça y est, lambda c'est ln de 2 sur la demi-vie. Donc, cette masse, elle est toujours restante. La masse, ici, elle est dite restante. Lorsque 36 jours passent, c'est la masse initiale. Ça y est. Donc, si j'utilise microgramme, je trouve microgramme. Si j'utilise tonne, je trouve tonne. Si j'utilise ici kilo, je trouve kilo. C'est à vous de choisir. Gramme, ça donne gramme. Kilo, ça donne kilo. Tonne, ça donne tonne. Microgramme, ça donne microgramme. Et ça y est, je trouve 0,5 microgrammes qui reste lorsque 36 jours passent. Et je passe à la question Q32. Voilà. La date, donc maintenant, on nous demande un temps. Quelle est la date T1 au bout de laquelle la masse initiale du thorium deviendra égale à 1 nanogramme? 1 nanogramme. Quel est l'instant, quel est le temps pour que la masse initiale devienne 1 nano au lieu de 1 micro? 1 nanogramme. Donc ici, il faut chercher un temps. C'est la question 33. Voilà comment il faut procéder. Quel est le temps? D'après cette courbe, regardez ici. Si j'ai M0, ça correspond à T égale à 0. Si j'ai M sur 2, ça correspond à T1 demi. Si j'ai la moitié de M0 sur 2, c'est-à-dire M0 sur 4, c'est-à-dire j'ai 2 fois T. Pour M0 sur 2, sous-entendu ici, c'est 2 à la puissance 1. Donc j'ai 1 T1 demi. Si j'ai M0 sur 2 au carré, j'ai 2 T1 demi. Si j'ai M0 sur 2 à la puissance K, j'ai K T1 demi. Si j'ai M02 à la puissance X, j'ai X T1 demi, etc. C'est une constatation sur le graphe. Donc, pour M0 sur 2N, il y a N, ce N qui est là, l'exposant, il se multiplie dans la demi-vie. Apprenez ça par cœur. C'est d'après la courbe exponentielle décroissante. Donc, N nanogrammes, c'est M0 sur 1000. Et 1000, c'est à peu près, on vous demande à peu près, approximatif. 1000, c'est 2 à la puissance 10. Donc, 1000, c'est à peu près 2 à la puissance 10. Et je tire mon temps. Donc, mon temps T1, c'est 10, T1 demi. C'est à peu près 180 jours. Voilà pour la question Q32 de l'exercice 9. Et je passe à l'exercice 10. Toujours nucléaire.
Le sodium, 24. Radioactif bêta moins. Sa durée, sa demi-vie est 15 heures. Sa masse, M0 nécessaire pour que le débit de l'émission initiale soit équivalent à un courant électrique, etc. I égale 0,1 mA est donné par l'expression suivante. Cochez la bonne réponse. Donc ici, on vous demande quelle est la masse initiale de cet échantillon, sachant que ceci, sachant que l'émission est équivalente à un courant électrique. Ça y est, je vous explique ça. C'est l'exercice 10. Voilà. Regardez ici. Voilà l'exercice 10. Le sodium est radioactif bêta-, c'est-à-dire E0-1. Sa demi-vie, c'est 15 heures. M0, on vous demande M0 avec cette condition. I égale 0,1 mA, c'est dans l'énoncé que je vais convertir en ampères. Je sais cette relation. C'est la quantité de matière, c'est M0 sur M, c'est le nombre de particules sur la constante d'Avogadro, et je sais que Q égale IT. Qu'est-ce que c'est Q? C'est un nombre d'électrons. La quantité d'électricité, c'est un nombre de E, la charge électrique. Donc, ceci entraîne que N égale IT sur E. N égale IT sur E. Et moi, je veux M0. Je prends cette relation et je le remplace ici. Je prends cette relation, je le remplace ici. Et voilà, et je tire M0 demandé. C'est la masse 24 sur ça fois I fois T fois E. J'ai fait le calcul. Voilà. Il ne demande pas ici le calcul, la formule. Et la voici. Donc, il faut cocher B. Ça y est. Donc, il faut apprendre ça. Et penser à Q, c'est NE fois IT. Et les conversions de le système international. N'utilisez pas le milliampère, c'est l'ampère. Je passe à la question exercice 11. L'électricité maintenant. Un condensateur de capacité C5 millifarad est chargé à l'aide d'un générateur qui donne un courant d'intensité constante de milliampères. On vous demande ici la tension au bornes des armatures du condensateur et l'énergie stockée en même temps. Donc, cherchez UC et l'énergie stockée par ce C. Voilà. Regardez ici le schéma. Voilà mon condensateur. Je le charge avec un générateur de courant I0 constant. C, c'est 5 milli. La première des choses à faire, le convertir en farad. Milli, c'est 10 puissance mètre en farad. Le I0, c'est 2 milliampères qu'il faut convertir en ampères. Donc, il faut mettre 2 10 puissance moins 3 ampères. Ça y est. On nous demande la tension au borne de C et l'énergie stockée par C, par le condensateur E électrique. Lorsque 10 secondes sont passées. Ça y est, 10 secondes. Je sais que la charge Q égale IT. Et je sais que C égale Q sur UC. Je remplace Q par IT, voilà, et je tire UC. Je connais I, voilà, déjà converti, 10 secondes, C en farad, et je trouve UC égale 4 volts. Automatiquement, l'énergie stockée, c'est 1 demi de C, UC au carré. C'est 1 demi de, voilà C, voilà UC au carré, je trouve ceci, joule. Donc, si la réponse est B. Ça y est, je passe à la question, à l'exercice 12. Toujours électricité. Dans une bobine d'inductance L égale 500 millihenry, qu'il faut convertir en henry, c'est 0,5 henry tout de suite. Et de résistance interne R égale 6 ohms. Un générateur délivre une tension constante 24 volts. On ferme le circuit. L'énergie stockée dans la bobine en régime permanent et on vous demande ici l'énergie stockée. C'est 1 joule, 2 joules, 3 ou 4 joules. Ça y est, voilà comment il faut faire. Regardez ici. Voilà un petit circuit. La bobine, RL, le générateur, L, 0,5 henry, j'ai converti, R, petit r, sa résistance, 60 ohms. La tension qui l'alimente, c'est 24 volts. En régime permanent, que signifie ça? Ça veut dire I est constant. Si I est constant,
Alors, énergie mécanique, c'est 1 demi de L, grand I au carré. Grand I, ça veut dire qu'il ne change pas, il est constant. Ça y est, je connais L, oui, je connais ça, je trouve 1 jour. Je rappelle que UL égale DI sur DT plus RI, puisque I est constant. La dérivée d'une constante, c'est nul. Donc, cette partie saute. Donc, l'énergie, il ne contient pas quelque chose où il y a R. Il n'y a pas de perte par effet Joule. Et voilà le courant. Voilà comment j'ai trouvé le courant. U égale RI. Donc, I égale 24 sur 6, c'est 4 ampères que j'ai utilisé ici. Voilà pour aujourd'hui. Dans cette unité, on va traiter la chimie de l'ENSA 2016. Et je commence par l'exercice 13. Soit un volume V égale 100 ml d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque, ou bien l'acide acétique, de concentration 10-2 mol par litre. Soulignez 100 ml, soulignez 10-2 mol par litre. Son pH à 25, 3,4. Soulignez-le. Il y a une réaction acido-basique entre les couples ça et ça. J'introduis de l'acide dans de l'eau. En considérant que la transformation de l'acide éthanoïque en ion n'a pas été totale, on le sait bien sûr, lors de sa mise en solution. Le réactif restant des particules a pour nombre de moles ceci. Donc voilà, je prends de l'acide éthanoïque, je le mets dans l'eau, donc il va réagir avec l'eau. On vous dit que cette dissolution, ou bien cette réaction, elle n'est pas totale, elle n'est pas complète. C'est-à-dire les molécules de cet acide ne vont pas toutes être dissociées. La majorité va rester intacte dans l'eau. Ça y est, on vous demande quel est le nombre de moles des molécules qui restent intactes. Quel est le nombre de molécules qui ne sont pas atteintes par cette dissolution. Voilà comment il faut faire. Regardez ici. Voilà une solution de l'acide éthanoïque ou bien l'acide acétique. Vous pensez au vinaigre, c'est le vinaigre. La concentration, le pH, le volume que j'étudie. Quel est le nombre restant des molécules de cet acide? J'écris rapidement la formule générale. Voilà un acide dans de l'eau qui a équilibre chimique. La base conjuguée, S3+. À l'instant initial, j'ai CV, c'est 1,0. À l'instant de l'équilibre, j'ai 1,0 moins X, XX. On me demande cette différence. C'est ça, n restant. Donc, n restant, c'est 1,0 moins l'avancement X. C'est cette quantité. Donc, voilà, je l'ai souligné doublement. Je vais chercher ça. Donc, il me faut 1,0 et il me faut X. Je sais que 1,0, c'est C fois V0. C fois V0. Il faut convertir en litres. Je multiplie par 10-3. Et voilà 1,0, c'est 1 millimole. C'est 10-3 mol ou bien 1 millimole. Ça y est, voilà 1,0. Or, je sais que H3+, c'est 10 moins pH. Et je sais que H3+, d'après ce tableau, c'est X sur V, c'est la concentration. C'est le nombre de moles sur V. Je sais que la concentration, c'est N sur V. Ici, N, c'est X. Donc, H3+ sur V. Et je tire X. Ça y est? Donc, X, c'est ça fois V. Voilà. Le V, c'est 100 millilitres. J'ai converti en litres. C'est 0,1. Faites attention à ça. Ça, c'est 10 puissance sur mon pH. Et voilà le X. J'ai le X. J'ai le 1,0. Et voilà, le nombre de moles restants de l'acide, c'est 1,0 moins X. Et le X, c'est 4 10 moins 5. Et voilà, c'est 9,6 10 moins 4 moles. Il faut cocher donc A. Ça y est. Et je passe à l'exercice 14. Il s'agit de l'électrolyse. Ici, on veut donc directement l'équation de la réaction de l'électrolyse. Donc, de l'électrolyse. Le bilan d'électrolyse, c'est-à-dire l'équation totale, la voilà, d'une solution très concentrée de chlorure de sodium. Donc, on a du sel dans un électrolyseur et j'utilise un générateur. On nous donne l'équation qui se trouve là-bas, qui se réalise au sein de l'électrolyseur. La voilà. Donc, remarquez une chose, il y a deux gaz qui sont synthétisés, qui se dégagent, le Cl2 et le H2. On a donc les couples mis en jeu, voilà. Le volume molaire dans ces conditions, pour chaque mole gazeuse,
il y a un volume occupé de 30 litres. Dans ces conditions, chaque fois que vous avez une mole de gaz, elle occupe 30 litres de conditions. On vous rappelle le Faraday, c'est-à-dire la charge d'une mole d'électrons, c'est ceci, 96 500 coulombs par mole. Cette cellule d'électrolyse industrielle qui permet de préparer des gaz fonctionne sur on veut de la tension, c'est-à-dire le générateur, il fournit 3,8 volts. Et le courant d'éviter, c'est 4,5 10 puissance 4 ampères. Attention, c'est une forte intensité. C'est 4,5 10 puissance 4 ampères. C'est très fort, c'est très puissant, c'est très intense. Donc, question. Le volume des deux gaz, H2 et Cl2, c'est le même volume d'après l'équation. J'ai le même coefficient stoichiométrique, 1, 1, une mole de Cl2, une mole. On vous demande de cocher la bonne réponse. Est-ce que le volume qui est de H2 et aussi de Cl2, est-ce que c'est A, B, C ou... pardon. Oui. Est-ce que c'est A, B, C, D et les données en mètres cubes? Ça y est, voilà comment il faut faire. Je rappelle les données, l'électrolyse de solution saline. Voici les deux couples mis en jeu. Voici le volume molaire des conditions du laboratoire, la tension du générateur, le courant débité par le générateur. Et attention, on a laissé l'opération se réaliser un jour. Ça y est, un jour. 8. On nous demande le volume de H2 et le volume de Cl2. Voilà comment il faut procéder. La demi-équation de Cl2. Elle me donne Cl2. J'écris l'équation de proportionnalité. C'est un gaz. Donc j'écris V du gaz sur le volume molaire. Et je tire NE de moins. Le voilà. Et je sais que IT égale ceci, c'est NE. Je sais que IT, c'est NE fois le Faraday. Et je tire le volume. Ça, c'est le volume de Cl2. C'est ça. Ça y est, très simple. Et vous remplacez. Puisque le volume de Cl2, il est le même que H2. On vous le dit. Ça y est, voilà, le volume de Cl2, CvH2. Vous avez trouvé ça, bien sûr, en litres, puisque vous avez utilisé VM en litres. Et vous convertissez en mètres cubes. Vous trouvez 6000 mètres cubes. 6000 mètres cubes pendant un jour. Hein. Et je passe à la question Q38. L'énergie consommée par mètre cube du chlore préparé en un jour est proche de en un jour. Donc, quelle est l'énergie consommée par mètre cube du chlore préparé? Ça y est? Voilà. Vous savez que l'énergie, vous avez déjà vu cette formule en 6e année, c'est-à-dire en classe de seconde. W égale UIT, ou bien W, c'est UQ, la quantité d'électricité. Une tension fois une quantité Q d'électricité, c'est une énergie. Donc W, c'est U fois Q. Or, Q égale IT. Donc apprenez ça par cœur. L'énergie électrique au bord d'un dipôle, c'est toujours la tension fois le courant fois le temps. UIT. Très général. On me donne U, le I en ampères, le temps un jour. Attention, un jour. C'est 24 fois heure que je convertis en secondes. Ça y est? Sur 6. Donc W, c'est 2 fois 10 puissance 9 joules par mètre cube. Donc voilà, l'énergie, c'est 2 milliards de joules par mètre cube. Donc il faut cocher D. Ça y est, je passe à l'exercice 15. Toujours la chimie. Ici, c'est l'électrolyse. Oui, on souhaite protéger une lame de fer parallélépipédique, fer solide, de surface S égale 36,4 cm. Attention, ça c'est la surface, ce n'est pas la section. C'est la surface latérale de tout le parallélépipède en la couvrant de zinc.
Pour ce faire, on pratique une électrolyse à un eau soluble. Le bain est une solution concentrée de chlorure de zinc. Donc, si je veux couvrir en zinc, il me faut des ions de zinc. Donc, voilà les données. Faraday, la masse moléculaire du zinc, la masse volumique du zinc. 5 cm3 de zinc a une masse de 7,14 g. On désire déposer une épaisseur E de 50 micromètres. Soulignez les valeurs numériques. Micromètres. Attention aux unités. De zinc sur l'intégralité de la surface du fer. Donc, on a un parallélépipède de fer. On veut le couvrir de zinc. D'une épaisseur de 50 micromètres. On veut demander quelle est la masse de zinc nécessaire pour cette opération. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Ça y est? Je sais que la masse volumique, c'est M sur V. C'est donc M sur V. Quoi est égal le volume d'un parallélépipède? C'est la surface fois l'épaisseur. C'est la surface fois l'épaisseur. Toute la surface fois l'épaisseur. C'est ça le volume du zinc qui sera déposé pour couvrir le parallélépipède. Donc, toute la surface fois l'épaisseur de chaque surface. Donc, S fois E. Et je tire de cette relation la masse. La masse nécessaire, la masse demandée. C'est la masse volumique de zinc fois la surface fois l'épaisseur. Je remplace, sans oublier les conversions, et je trouve M égale 1,3 g. Donc, il faut noter, il faut cocher B. Voilà, c'est la masse nécessaire. C'est 1,3 g. Et je passe à la question Q40 et ce sera la dernière. On suppose dans cette question que le zinc déposé sur l'électrode de fer est égal à la diminution de la masse de l'électrode de zinc. La durée de l'électrolyse, si on applique un courant électrique densité égale à 0,5 est proche de la durée de l'électrolyse. Voilà comment il faut faire. Je sais que IT égale NEF. Ça y est, je sais que N de zinc, c'est Ne sur 2. Vous écrivez la demi-équation de zinc, c'est M sur M. Donc, le nombre de moles, ça y est, donc N de zinc, c'est M sur M. Donc, IT égale, le nombre d'électrons, c'est 2 fois M sur M. Je le remplace ici. Je remplace Ne par 2M sur M, tout simplement. Et je tire mon temps T. Voilà le T demandé. Je fais l'application numérique, elle y est détaillée ici. Et je trouve à peu près 8000 secondes. Voilà pour aujourd'hui.